Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Anti-clash. Anti-clash. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Vous êtes rétrograde. Vous êtes dingue. Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Tu fais monter le racisme en France. De toute façon, vous ne m'écoutez pas, donc... C'est vous qui êtes dingue. Anti-clash. Laissez-moi finir. Laissez-nous parler. Bienvenue dans Anti-Clash, une émission qui va au fond des sujets polémiques sans tomber dans le clash. Une émission qui insuffle une culture du dialogue, même lorsqu'on n'est vraiment pas d'accord. Je suis Raphaël Tisblatt. Je suis Olivier Fournoux. Nous allons animer cette émission à deux voix, Raphaël et moi. Nous sommes tous les deux des praticiens du dialogue. Et au départ, nous sommes tous les deux sidérés par le manque de dialogue aujourd'hui sur les médias et dans la société. Soit les personnes en désaccord ne se rencontrent pas, soit ils se rencontrent, mais soit vont au clash, soit font un collage de monologues les uns à la suite des autres, sans jamais entrer en dialogue. Ici, nous allons explorer un autre modèle. Avec nos invités, qui sont en désaccord sur un sujet, nous allons dépasser les confrontations stériles, essayer de mieux comprendre les désaccords, mieux les décrire, et explorer, quand c'est possible, sans obligation d'y parvenir, les éventuels accords sur tel ou tel point. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'écriture inclusive, un sujet qui semble s'être ajouté depuis quelques années à la liste des sujets identitaires. Sans doute parce qu'elle vise, comme son nom l'indique, à inclure des groupes de personnes, des identités qui s'estiment jusque-là exclues. Et parce qu'elle a pour objet la modification des règles et usages de l'écriture et donc de la langue, élément très fort d'une identité culturelle. Et comme tous les sujets identitaires, celui-ci suscite bien des antagonismes, incompréhension, radicalisation. Les promoteurs de l'écriture inclusive traitent souvent ces contenteurs de réacs sexistes ou transphobes, et ces derniers traitent souvent les premiers de dangereux idéologues qui nient l'histoire, par exemple. Alors, l'écriture inclusive, ou plutôt les pratiques d'écriture inclusive, sont-elles un facteur d'anarchie ou de progrès ? On va ici tenter de reprendre cette conversation, comprendre d'où viennent nos différences de positionnement et voir s'il est possible de faire coexister les différences de point de vue. Pour dialoguer sur ce sujet, nous avons invité deux invités. Chloé Lux, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et codirectrice de l'Université de la Pluralité, une organisation à but non lucratif dont la mission est d'explorer les futurs alternatifs en mobilisant les ressources de l'art, de l'imaginaire. Et Samy Biazoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie et co-auteur de Malaise dans la langue française, paru en 2022 aux éditions du CERF. Vous êtes par ailleurs professeur chargé de cours à l'ESSEC. Vous ne vous connaissez pas, mais vous avez tous les deux réfléchi à cette question des pratiques, des opportunités ou des écueils de l'écriture inclusive. Donc d'abord, première question apéritive. Finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter notre invitation de venir dialoguer sur ce sujet sur lequel vous vous opposez ? C'est vous, en fait, qui m'avez invité et je pense qu'on a en commun l'importance de créer des espaces de dialogue, surtout sur des sujets qui peuvent être assez polarisants et de faire en sorte que les voix se font entendre, ou le plus de voix possible se fassent entendre. Samy ? Je pense qu'il y avait une continuité assez naturelle avec l'ouvrage dont on a parlé et que vous avez présenté, qui est celui d'accompagner finalement un argumentaire au sein du débat public et la forme du dialogue, qui est très différente de celle du débat qu'on connaît usuellement dans les médias, paraissait séduisante parce qu'elle permettait de confronter des points de vue effectivement différents, mais de s'écouter et puis de prendre le temps, surtout de développer une rhétorique. Et c'est ça qui m'a attiré dans l'exercice. Rentrons dans le vif du sujet. D'abord, peut-être en commençant par Chloé, pourquoi y avait-il, selon vous, besoin de réviser nos règles d'écriture pour la rendre plus inclusive ? Pourquoi est-ce que l'écriture inclusive, c'est une bonne chose, selon vous ? Je pense que c'est une bonne chose parce que, en fait, je vois pas la langue comme quelque chose de complètement pur. Je vois la langue comme quelque chose qui est assez mouvant, qui bouge, qui s'adapte au rythme de formes diverses, mais aussi d'envie d'inclure justement d'autres genres dans la langue.
Déjà, je suis québécoise, donc vous pouvez l'entendre probablement par mon accent. En fait, il y a vraiment cette idée déjà, donc au Québec, c'est déjà, j'ai l'impression, un non-sujet. En tout cas, pour moi, il y a eu plusieurs règles qui ont été mises en place dans les années 80, je crois. Donc, moi, je suis née dans les années 90. Donc, j'ai évolué aussi dans un contexte où la féminisation lexicale de certains noms, donc par exemple pharmacien, pharmacienne, autrice, directrice, présidente, c'était quelque chose de très commun, donc qui était normal. On disait aussi professeur, donc on nous apprenait à l'école de féminiser finalement les postes de personnes qui nous entouraient. Et par la suite, donc, en arrivant donc, en France, bon, je vais pas raconter mon parcours de vie, mais juste, en gros, j'ai l'impression, moi, déjà que la langue française, elle est pas neutre, en fait. La langue française, pour moi, elle est masculine. Donc, c'est des accords où on dit que le masculin doit dominer sur le féminin. Puis, à mon avis, la langue influence les mentalités, puis les mentalités influencent les actions. Et je travaille justement sur un projet actuellement sur comment passer la parole en public, parce que je trouve qu'il y a quand même une domination énorme de la langue, en fait de la parole masculine, surtout dans les espaces publics et même dans les espaces d'économie sociale et solidaire dans lesquels on agit, donc même avec l'association. On va revenir sur tout ce que vous avez pu évoquer, mais d'abord pour passer la parole à Samy, pourquoi, selon vous, ces nouvelles règles d'écriture sont un problème pour la langue française et voire pour la société ? Alors, on est là dans un débat très vaste. Ce qu'il faut comprendre, déjà terminologiquement, on parle d'écriture dite inclusive ou épicène. En fait, on parle plus largement de langage. On se concentre beaucoup sur les formes écrites, mais finalement, lorsqu'on parle de la double flexion, le fait de marquer les deux genres, Madame, Monsieur, par exemple, ou de faire entendre la sonorité, la désinence du féminin, à l'oral, cela s'exprime aussi. Donc déjà, on est dans un débat plus large que simplement la question de l'écriture. Ici, vous avez évoqué beaucoup des aspects du sujet, donc j'espère qu'on pourra entrer dans le détail de chacun. La question de la féminisation et sa différence avec l'inclusivité plus globale de la langue. La féminisation est un des sous-compartiments de la question de l'inclusivisme dans la langue. L'un n'est pas réductible à l'autre et l'autre n'est pas réductible à l'un. La question de la neutralité du langage. Est-ce qu'il y a effectivement une congruence entre ce que l'on appelle le genre grammatical et le masculin sexué, le masculin des individus? C'est aussi un des sujets. Et je dénie le fait que l'on puisse conclure aussi rapidement que vous l'avez fait, et c'est là l'une des difficultés d'ailleurs de la problématique. Ensuite, si je reprends simplement les éléments qui ont été évoqués, qui sont des éléments qu'on entend régulièrement et qui ont une forme de véracité, une forme d'évidence, donc qui doivent être compris pour pouvoir ensuite être discutés, il y a ce qu'on appelle la théorie du reflet. Je balaye bien évidemment là les arguments qui ont été avancés. C'est celle de dire la forme de la langue a une influence directe sur les modalités des représentations des individus. Et ensuite, vous allez plus loin, vous dites les représentations des individus, les représentations mentales, ont une influence importante sur les actions des individus. Et là, on voit ce continuum. Sauf que, à chacune des étapes qui ont été mentionnées, on peut discuter avec un peu plus de finesse de la véracité des thèses, et j'espère qu'on aura le temps de le faire. Ce que je dis simplement, pour commencer, c'est que chacun des éléments qui ont été avancés, qui sont en fait peu ou prou les arguments majeurs finalement de ceux qui prônent l'inclusivisme dans la langue, sont des éléments qui sont soumis à caution relativement fortement. Alors peut-être essayons d'aborder un des sujets effectivement qui avait été mentionné par Chloé, cette question de la neutralité ou de la non-neutralité de la langue, et notamment cette question du masculin effectivement qui donc sert dans la langue française de genre neutre. Quand on a été à l'école, on a appris le masculin l'emporte sur le féminin. Quand il y a des hommes et des femmes qui sont présents dans une phrase, etc., on dit « il » et non pas « elle » ou autre chose. Est-ce que cette question-là, vous dites, Samy Biazuni, que ça ne marque pas un genre sexué. C'est effectivement un genre neutre qui a adopté le masculin pour prendre corps. C'est ça que vous dites ? Alors, il faut comprendre que dans la langue française, le genre masculin est dit congruent, c'est-à-dire qu'il a la même forme que le neutre.
Mais l'héritage, en réalité, du genre grammatical, il faut bien comprendre que le genre grammatical, c'est une catégorie, c'est une étiquette. Dans d'autres langues, il y a des formes grammaticales qui ne sont pas des genres. Typiquement, on peut avoir des désinences pour désigner la longueur, l'étendue d'un objet. Il y a, dans la langue française, dans la plupart des langues, bien évidemment, cette forme de sexuation, mais cette sexuation est une convention grammaticale. Pour preuve, la plupart des mots de la langue française, et je parle de plus de 99% du corpus lexical et sémantique, et finalement ne traitent pas d'éléments sexués. Lorsque vous parlez d'une girafe ou d'un mouton, vous parlez de manière parfaitement indifférenciée d'un mâle ou d'une femelle. Lorsque vous parlez d'une table ou d'une chaise, d'un réfrigérateur ou d'un micro, il n'y a aucune notion de sexuation. Il n'y a que pour quelques êtres animés. Donc finalement, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'une infime partie du corpus de langue. Si bien que la notion de neutre dans la langue correspond bien à une convention. Et je vais aller un tout petit peu plus loin. Il n'y a en réalité dans beaucoup de langues, finalement, pas de lien, et on n'a jamais réussi à établir de lien entre la prégnance finalement du masculin comme forme neutre et puis l'égalité de genre. Typiquement, le khmer, le turc sont des langues qui sont des langues neutres, qui n'ont pas de masculin et de féminin. Je vous mets au défi d'aller m'expliquer en quoi les droits humains, les droits des hommes et des femmes, ont plus évolué dans ces civilisations. Il n'y a aucune corrélation établie d'un point de vue ethnographique et anthropologique entre les genres grammaticaux qui sont des pures conventions, et c'est heureux, sinon on débattrait du genre des micros, et la réalité des acquis sociaux entre les hommes et les femmes. En fait, lorsque les individus manipulent la langue, ils manipulent des formes tellement plus sophistiquées que cela, que en fait, les représentations concrètes qu'ils se forment ne dépendent pas des règles qu'on a dites. Chloé, vous avez pris la parole tout à l'heure sur ce sujet de la neutralité. Est-ce que cette neutralité, cette convention de la neutralité masculine, par le masculin, n'est-elle pas née dans une société où justement le masculin dominait dans la société? Pour vous, sans doute, ça n'est pas complètement neutre. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Oui. Donc encore une fois, je ne suis pas une linguiste. Moi, je trouve que c'est important de le mettre en place en tant que aussi femme au XXIe siècle, où je pense que les revendications aussi vont dans le sens qu'on a envie de se sentir inclus dans le monde politique contemporain, mais juste dans le monde idéologique. Je veux dire, on fait partie... J'ai entendu les points de Samy, je les trouvais super intéressants, mais ça revient à ce truc en disant, en fait, le masculin est neutre. En fait, si je devais résumer un peu certains points que vous disiez, c'est de dire, en fait, il y a le masculin et ensuite il y a le masculin neutre. Parce qu'il s'écrit de la même manière, mais celui-là est neutre. Puis j'entends ce que vous dites, mais en soi, on pourrait dire la même chose en disant il y a le féminin et il y a le féminin neutre. En fait, le neutre et le féminin. Dans le sens que si on changeait nos perspectives, on pourrait juste se dire, en fait, on transforme. Bon, on ne va pas tout transformer la langue, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en fait, je pense que c'était au XVIIe ou XVIIIe siècle, même la mise en place de l'Académie française déjà, on s'entend, je pense qu'il y a eu l'équivalent de 10 femmes dans toute l'histoire de l'Académie française. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de femmes qui avaient quelque chose à dire sur la neutralité du masculin neutre. En fait, c'était la plupart du temps, je veux dire, c'était des hommes. Donc, j'ai la difficulté à comprendre comment, aujourd'hui, c'est un argument. C'est vraiment difficile à comprendre. Surtout, on est, je pense, à une époque où on se pose beaucoup de questions, même sur l'histoire. Puis, justement, les dominants dominés à travers l'histoire. Puis, comment c'est aussi ce qui a conçu des rapports de pouvoir et des rapports de force qu'on peut encore voir, qui sont encore très visibles dans la société. Puis, j'ai l'impression qu'en l'ignorant, on rend l'élément assez... En fait, on le rend invisible. Puis, je trouve que c'est intéressant, en fait, de pouvoir jouer avec, puis de le remettre, de le rendre visible, en fait. Puis de dire, en fait, non, on peut se poser la question sur la neutralité du neutre masculin, en se disant, en fait, ce l'est peut-être pas, en fait, historiquement aussi.
Alors là, on parle, même si vous n'êtes pas linguiste, on parle quand même au niveau relativement théorique. Est-ce qu'on peut essayer d'aller dans le concret un peu plus? Vous dites, voilà, la langue n'est pas neutre. Il y a une incidence de la langue sur le niveau d'inclusion et d'égalité que peut présenter une société. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être nous donner un exemple ou deux comment est-ce que le maintien de la langue française en l'état, avec cette utilisation en tout cas du masculin pour le genre neutre, en quoi est-ce que ça empêche une plus grande inclusion des femmes notamment, et puis d'autres genres éventuellement, ou à l'inverse, en quoi le fait de promouvoir cette écriture inclusive va concrètement faire avancer cet objectif d'inclusion et d'égalité? Déjà, on parle d'inclusion, donc on se dit, ok, comment est-ce qu'on peut trouver des façons d'inclure différentes personnes qui peuvent se poser des questions sur pourquoi je suis pas inclus dans une forme qui est supposément neutre. Donc je pense que, évidemment, avec l'évolution des formes féminisme radicales, même si c'est un mot qui fait peur, mais en effet, il y a des gens qui demandent des droits et qui veulent être impliqués dans une forme inclusive d'écriture. Puis aussi, j'ai l'impression que c'est pas que c'est un faux débat du tout, mais j'ai l'impression que c'est une forme, en fait, qui est éminemment évolutive, qui va continuer on est en train d'aller chercher plein de distinctions, on est en train de comprendre c'est quoi les formes qui existent. Ça nous donne la possibilité en tant que femme, mais aussi en tant que d'individus non-genrés, de se poser des questions sur comment est-ce qu'on se place, nous, dans cet écosystème. Puis on peut jouer aussi un peu avec la langue, justement. Puis on peut se dire, comment on essaie de développer des nouvelles formes dans lesquelles on pourrait se sentir aussi représenté. Samy Biazoni, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet de l'évolution des langues. Pourquoi les langues ne pourraient pas évoluer aussi avec les citoyens et pas seulement avec l'Académie française? La langue, après tout, est vivante. Elle peut venir de la société. Les langues doivent absolument évoluer. Et personne ne le nie, et surtout pas l'Académie française. Si l'Académie française le niait, elle ne comprendrait rien à la formation des langues. En fait, les langues se construisent dans une dynamique qu'on qualifie d'organique. Et justement, alors le grand paradoxe, c'est que les tenants des formes dites inclusives, parce que le fait que l'on parle de la langue inclusive ne dit en rien, c'est une convention, dit en rien que la langue est excluante. Les militants ont promu le terme inclusive pour sous-entendre justement que le langage, d'ailleurs, au Québec, vous utilisez le langage sexiste ou non sexiste, sous-entendant que le langage tel qu'on le pratique serait sexiste. Donc c'est déjà un parti pris théorique que de dire, avant même d'avoir parlé et argumenté, je qualifie la langue telle qu'elle est de sexiste ou de insuffisamment inclusive. L'Académie française vient simplement marquer les bons usages. Elle vient jouer un rôle d'arbitre. C'était Colbert qui lui avait donné cette responsabilité-là, et c'est bien heureux. En revanche, la langue se forme éminemment par contact, par hasard, par friction, par usage privé. Personne ne doit s'approprier la langue. Et à aucun moment, aucun contributeur de l'ouvrage ne dit, et je ne défendrai jamais ce point de vue-là, qu'il faut sanctuariser la langue. Personne n'a le droit de le faire. Il est du devoir de chacun de respecter les usages de la langue. D'ailleurs, je vais aller même un peu plus loin. C'est-à-dire que les formes dites inclusives sont tout à fait respectables si elles sont utilisées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des sociolectes, des idiolectes, c'est-à-dire des formes de langage utilisées par des communautés. C'est ce qu'elles étaient au départ. Là où elles deviennent problématiques, c'est quand ces communautés veulent les imposer à la majorité. C'est lorsque l'on impose à autrui une manière de parler. C'est là que l'on dénie la capacité de la langue à se former elle-même. Vous voyez le paradoxe. C'est-à-dire qu'on peut renverser l'argument. La langue dite inclusive, c'est l'exigence vis-à-vis de tous les locuteurs d'adopter un positionnement par rapport à la langue. C'est exactement l'inverse d'une langue qui se fait elle-même. Je vais simplement revenir sur il y a plusieurs points, j'espère qu'on aura le temps d'en débattre et d'en discuter, mais simplement sur la question de l'inclusion et de se sentir ou pas ou suffisamment inclus par les formes de la langue, un masculin qui aurait cette forme aussi du neutre, parce qu'il ne porte pas de désinence supplémentaire. C'est très compliqué pour un homme de dire qu'il se sent insuffisamment inclus lorsqu'on dit toutes les personnes sont belles, toutes les stars ont réussi et toutes les vedettes sont merveilleuses. Personne, à aucun moment, parce que il n'y a pas que le masculin qui porte la forme du neutre, il y a aussi le pluriel.
Et beaucoup de pluriels, d'ailleurs, parmi les plus beaux de la langue française, sont des pluriels qui portent la marque du féminin également. Je viens d'en citer plusieurs. Les personnes, il n'y a rien de plus universel que les personnes. Et ça ne pose absolument aucun problème, ni de représentation, ni d'égalité dans la langue, en réalité. Comment on détermine cette évolution naturelle? C'est-à-dire, vous dites, voilà, il faut pas que ça soit imposé. Vous dites donc que là, aujourd'hui, les promoteurs de l'écriture inclusive tentent à imposer. Alors, je ne sais pas si vous avez des exemples concrets de ça, mais si effectivement il n'y a pas des forces d'aucuns appelleraient ça de progrès peut-être, qui proposent et qui poussent à faire évoluer la langue, qui le ferait, qui pourrait le faire, ou à quel rythme? Comment vous qualifieriez ce processus naturel par opposition à forcer? En fait, il y a eu des grandes réformes de la langue qui ont été des réformes politiques de la langue. Lorsque François Ier promulgue l'ordonnance de Villers-Cotterêts, en fait, ce qu'il propose, c'est un acte de nature politique. Il fallait résister à une époque, à l'italianisation des mœurs. Et donc, on avait un langage, un français rustique, un français mal stabilisé. Et le projet était un projet politique de dire, mais finalement, dotons-nous d'une langue qui puisse être comprise par tous. Et donc, l'objectif, c'était un objectif d'unité. Lorsque les grammairiens et les réformistes, au XVIIIe et au XIXe ensuite, vont amener des nouvelles réformes, d'ailleurs, cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin vient de cette époque-là. Ils sont guidés par quel objectif? Par un objectif, ce sont les post-révolutionnaires, par un objectif d'égalité. C'est-à-dire que l'égalité, les penseurs, les hussards de la République sont guidés par une seule vertu, c'est l'égalité. C'est une obsession. Et vous trouverez d'ailleurs très difficilement, chez les grammairiens de cette époque, toute remarque de nature sexiste. En fait, lorsque vous lisez les auteurs, et ça c'est un des contre-arguments essentiels du débat, et il est développé dans le livre, en réalité, il n'y a presque jamais, c'est extrêmement marginal, et c'est monté parfaitement en épingle, et ça, on parle de travail d'historien sérieux, le fait que, finalement, des grammairiens aient pu penser à un moment que le genre grammatical ait eu quelque chose à voir de fondamental avec le genre sexué. Voire même, certains grammairiens illustres qui sont accusés de sexisme aujourd'hui ont dit, il y a des citations très claires, connues et vérifiables, on dit, mais finalement, la question du genre de la langue, à chaque fois que l'on pourra féminiser, faisons-le. Vaugelas l'a dit, par exemple. Et donc, ce que je veux simplement illustrer par cela, c'est que même si l'on en vient à considérer qu'il y aurait une forme de sexisme dans la société, qui existait, bien évidemment, personne n'oserait imaginer qu'au XIXe siècle, la société est l'égalité qu'on promeut aujourd'hui. Les penseurs de la langue, les grammairiens, s'en tenaient pour la vaste majorité, pour l'essentiel, à des considérations de nature technique. Donc, pour répondre à votre question, en fait, qui fait la langue? Il y a effectivement ceux qui la maîtrisent, ceux qui en comprennent les subtilités, on parle des grammairiens, on parle des écrivains, on parle des auteurs, comme la langue c'est toujours fait. Et puis il y a la société. Et là, on est en train de faire société ensemble, on est en train de former quelque part la langue. Par notre débat et par notre dialogue, on est en train de former la langue. Les hussards de la République qui forgent les règles de la langue, est-ce qu'aujourd'hui, Chloé, les hussards du féminisme ne seraient pas en mesure de forger de nouvelles règles? Est-ce que finalement on n'est pas au cœur du débat? Oui, je pense. Non, mais en fait, oui. J'ai vraiment de la difficulté. En fait, mais j'entends. Hein, je pense qu'il y a vraiment un parcours aussi historique dans lequel, déjà, moi, je me situe pas, en fait, au niveau personnel, au niveau. Même il a fait des recherches, hein, Samy Biazoni. Oui, il a fait des recherches. Il a écrit un livre. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais c'est sûr qu'on n'a pas exactement les mêmes enjeux au Québec. Je pense on a vraiment une autre manière aussi d'amener le sujet. On est vraiment des êtres sensibles aussi par rapport à essayer de faire en sorte que les gens se sentent vraiment inclus. Mon argument serait de dire, mais si les femmes, en fait, aujourd'hui, ont envie de s'inclure dans un texte ou dans une forme d'écriture, de jouer avec les différentes formes, justement, de l'usage de la langue française, why not? Genre, pourquoi pas, en fait? Puis, je pense que ça vient vraiment de cette idée de dire, en fait, clairement, on peut dire qu'on trouve ça moche, autrice ou ambassadrice, ou que ça fonctionne pas, ou que ça fait mal aux oreilles, mais la réalité, c'est que de plus en plus, on l'emploie. Puis, on est 50% de la population qui vont le faire, donc ça va juste continuer à vivre, puis ça va continuer à respirer. Après, je suis d'accord, il y a quand même des questions aussi autour de la forme. Je veux dire, moi, j'ai plein d'amis femmes avec qui on discute, puis on dit, bon, c'est vrai que l'épicène, c'est un peu complexe à mettre en place, mais
il y a des formulations où je parlais avec une copine. Alors l'épicène, Oui. on peut Oui. clarifier voilà, pour les auditeurs. Donc, l'épicène, c'est le point épicène, donc en disant pharmacien. .ne, donc pour dire pharmacien, pharmacienne. Je fais beaucoup de blagues sur le pharmacien parce que mon père est pharmacien. Donc, on avait beaucoup de pharmaciennes autour de la maison quand j'étais plus jeune. Donc, ça, c'est le point épicène. Mais après, on peut aussi trouver des façons, je pense que c'est des doubles flexions, où on peut dire pharmacien et pharmacienne. D'ailleurs, on peut même plutôt dire pharmacienne et pharmacien pour jouer avec, comme le français de Charles de Gaulle. Mm-hmm. Mais enfin, c'est juste pour dire que c'est possible de jouer avec ces formes, que ça va arriver dans tous les cas. En fait, c'est des usages qui commencent à être de plus en plus communs. Puis je comprends le discours, mais ce que je voulais dire aussi, c'est donc autour de ces questions de points épicènes, je parlais avec justement une copine qui est aussi doctorante en linguistique qui me parlait d'un livre qui s'appelait, je l'ai noté, Berceau des dominations de Dorothée Bussy, qui, au début du livre, donc justement pour faire gaffe à le point épicène, puis des fois les formes de langage inclusif qui peuvent être, ou que certaines personnes ne peut trouver excluante ou moins jolie, a écrit au début du livre. Alors, ce livre est écrit en langage non inclusif parce qu'il se passe dans un monde, il y a 20 ans, où on ne prenait pas ces considérations en main. En fait, on ne considérait pas que c'était quelque chose d'important à mettre en place. Je trouve que c'est des formes intéressantes aussi. Je veux dire, on peut... En fait, on peut jouer avec justement ces considérations, puis je vois pas pourquoi c'est un souci de réfléchir à comment inclure. Pour clarifier vos positions, est-ce que vous pouvez nous dire l'un et l'autre, Samy, est-ce que vous êtes opposé à toute forme d'écriture inclusive et à toute circonstance où l'écriture inclusive ou le parler inclusif serait convoqué et finalement, à un moment, vous avez parlé du fait d'imposer la règle à tous. Est-ce que finalement, c'est pas ça, plus que l'existence de moments d'écriture inclusive et de certaines formes d'écriture inclusive qui vous gênent? Est-ce que c'est pas le côté imposé? Et Chloé, est-ce que vous pourriez nous dire, en face, en miroir, est-ce que c'est ça, votre position, d'imposer en toutes circonstances et pour toutes ces formes, l'écriture inclusive à l'ensemble de la société, pour essayer de bien préciser vos positions? Non, je pense avoir commencé à y répondre. Mon propos serait parfaitement incohérent si je déniais à quiconque l'usage de la langue qui lui plaît. Donc la réponse est dans cette affirmation-là. Moi, ce que je dénie parfaitement, c'est ce mouvement d'exigence vis-à-vis des locuteurs. Aujourd'hui, vous êtes jugé, et ça c'est un point essentiel, on n'a pas parlé pour l'instant des conséquences, on a parlé des origines. Et encore, on n'a pas fait le tour des arguments qui viennent appuyer finalement l'emploi de l'inclusivité dans la langue. Mais si on s'arrête un instant sur les conséquences, l'une des conséquences les plus évidentes, elle peut paraître un peu théorique, mais en réalité elle est très fondamentale. Et en fait, avec l'exemple de pharmacienne et pharmacien, vous m'avez donné le rebond le plus parfait que j'ai pu espérer. On perd ce que l'on appelle la neutralité axiologique du locuteur. La langue, en fait, elle est neutre. Et je vais vous le prouver. Lorsque je parle, et lorsque toute personne parle dans cette enceinte, vous ne pouvez préjuger du propos que je vais tenir. Vous ne pouvez pas savoir, avec quels que soient les termes que j'emploie, de la langue usuelle, et j'entends, si je vais être un odieux sexiste, un réformiste absolu, un universaliste ancien, ou un radical néo-progressiste. C'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la langue est véritablement neutre. C'est-à-dire que les termes que je vais employer, finalement, ne préjugent pas du propos que je vais tenir. Maintenant, mettons-nous dans l'acceptation, finalement, d'une forme inclusive de la langue. Je vais commencer simplement mon propos en saluant les individus. Et je vais dire « Mesdames, Messieurs ». D'aucuns diront « Mais vous avez commencé par « Mesdames ». Très bien. Mais puisque nous, féministes ou inclusivistes, nous considérons qu'il faut l'accord de proximité, Madame, Monsieur va induire que s'il y a un participe passé après, vous allez l'accorder avec Monsieur. Vous venez donc renforcer la domination masculine puisque vous allez marquer 2 fois la forme du masculin. Nous exigeons que vous placiez Monsieur avant de manière à ce que Madame soit correctement accordée en proximité avec le participe passé qui suivra. D'autres diront, mais de toute façon, Madame, Monsieur, ce débat ne m'intéresse pas. Ce sont des vrais débats.
puisque vous marquez la dualité de genre et que je viens affirmer la nécessité d'une non-binarité du genre. Vous êtes non inclusif, vous êtes même parfaitement excluant, puisque vous venez réaffirmer en marquant la double flexion qu'il y a des hommes et des femmes. Je ne me situe ni dans cette acception-là, ni dans l'autre. Et donc, j'exige de votre part que vous ayez des formes neutres. Puis on dira, comme dans le métro d'Amsterdam, vous savez, on dit Madame, Messieurs et autres personnes présentes. Mais alors, dès lors qu'on dit Madame, Messieurs et autres personnes présentes, si vous voulez accorder, vous accordez selon quelle règle? La proximité, vous retrouvez dans le premier problème. Qu'est-ce que vous placez en premier? Une règle de neutralité? Il faut changer les participes passés. Et là, on en vient aux formes marquées en X qui s'appellent les formes neutres. Et vous voyez, cet effet d'entraînement n'a de cesse de progresser lui-même. Complexification infinie. C'est-à-dire qu'il y a des effets de cliquet. Si l'on veut être parfaitement inclusif, en réalité, on ne l'est jamais suffisamment. On parle du genre aujourd'hui. Mais aux États-Unis, vous connaissez probablement le débat, la langue est jugée insuffisamment inclusive si elle n'est que non-genrée. Les races demandent à être présentes dans la langue. Si bien que le New York Times, mais aussi un certain nombre de journaux aujourd'hui, écrivent le mot black avec un B majuscule, écrivent white avec un W minuscule, au motif qu'il faudrait rééquilibrer les inégalités dans la société. C'est une autre revendication d'inclusivité et cela ne cesse jamais. Déjà, dans ce que vous venez de dire, j'entends radical, complexifié. J'entends des mots qui font quand même peur. Dans le sens que, pas peur, dans le sens peur, mais dans le sens que ça nous met face à quelque chose qui semble être un énorme souci, un énorme enjeu, que c'est grave que j'emploie le mot YEL pour définir en fait, quelqu'un qui se définit comme non-genré, puis que tout le monde me dise que j'ai un positionnement politique, alors qu'on trouve plein d'autres manières de se positionner politiquement dès qu'on met trois mots, un à la suite de l'autre. Puis d'ailleurs aussi, en tant qu'anglophone de langue maternelle, déjà, moi, je trouve que le français, c'est une langue qui est assez compliquée. Ma mère, à la maison, elle parlait un français. Bon, elle a appris le français sur le tard, mais je dirais, le féminin était, je dirais, féminisait presque tout le temps. Puis elle confondait justement les accords, les genres. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est juste pour dire que, en fait, dans cette idée de complexification, j'ai de la difficulté à voir comment ça va complexifier plus. Dans le sens que peut-être pour l'instant, oui, mais j'ai l'impression qu'on s'adapte. Déjà, on est tous assez intelligents pour être résilients. On peut s'adapter aussi à certaines situations qu'on voit autour de nous, surtout sur les questions de... Je veux dire, ça a été un apprentissage, je pense, aussi sur les questions de genre, de LGBTQ+. On commence à comprendre justement que c'est des phénomènes qui existent, puis peu importe ce qu'on veut dire, ils vont continuer à exister, ils continuent à émerger. C'est des gens qui cherchent leurs identités. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec le genre, c'est donner des options, pardon, pas le genre, mais l'écriture inclusive, c'est donner plusieurs options sur lesquelles on peut s'inspirer, puis on peut adapter, ou on peut voir comment on joue avec justement ces différentes formes. Là, j'ai un peu de la difficulté avec la manière que vous cadrez la radicalité, donc il faudrait qu'on me l'explique davantage. Oui. Pourquoi je n'emploierais pas le mot IL sans être radical? Pourquoi est-ce que je n'emploierais pas le mot IL en étant un universaliste républicain? La question du YEL, c'est pourquoi YEL et pas CLE, BLE, OL, UL. Voilà, vous répondrez, je pense, tout à chacun assez aisément à la question. Ce qui ne veut pas dire... En fait, il faut comprendre que l'on peut avoir les mêmes acceptations du réel, et je pense avoir les mêmes que vous. L'universalisme que je promeus est parfaitement perméable, permissif et proactif vis-à-vis des identités, quelles qu'elles soient. Ce que je dénie dans le projet universaliste, c'est que des individus viennent forcer, obliger autrui à reconnaître ou à modifier leur comportement du fait de leur identité. Le projet universaliste consiste simplement à dire, et il est très français, je sais, il est difficile à comprendre outre-Atlantique, dire vous êtes comme vous êtes et on vous accepte parfaitement comme vous êtes. Vous avez non seulement les mêmes droits et les droits civiques, j'entends, ça c'est déjà acquis. Et puis on se battra ensemble pour que dans la perception des individus, dans votre vie quotidienne, mais finalement les différences qui existent, parce qu'elles existent, personne ne les nie, eh ben elles disparaissent avec le temps. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans nos sociétés, et nonobstant la forme de la langue. C'est-à-dire qu'il y a, je le redis encore une fois, il n'y a pas de corrélation entre certaines langues comme les langues anglo-saxonnes qui sont très peu marquées en genre et des langues extrêmement marquées en genre, certaines en ont des plus complexes, et les progrès sociaux. Tous les progrès sociaux se sont faits dans cette langue
que d'aucuns qualifient de sexiste, mais qui n'a en réalité rien de sexiste. En revanche, lorsque vous venez imposer, pas vous bien évidemment, mais lorsque certains imposent des usages à la langue, à tous, en disant qu'il y a un bon parler, celui de l'inclusivisme, et puis il y a un mauvais parler, celui de la langue qui serait sexiste, à ce moment-là, on est très différents. On casse le projet existentialiste qui permet aux individus de s'autodéfinir, de définir qui sont eux-mêmes. Donc c'est un exemple qui, à mon sens, est légèrement fallacieux, puisque en réalité, on n'est pas dans le même rapport à la volonté des individus. Et c'est ça qui me gêne beaucoup, c'est-à-dire c'est l'attente vis-à-vis du locuteur. C'est le fait de ne plus laisser les individus parler comme ils sont. Mais, pardon, qui et comment, juste, est-ce que vous avez un exemple précis de qui impose et comment c'est imposé ? Bien sûr, il y en a un certain nombre. Vous voyez déjà dans les universités, de manière assez récurrente, des revendications pour utiliser certaines formes, pour avoir l'usage du point médian de manière systématique. J'en veux pour preuve qu'un certain nombre d'universités françaises, mais alors, outre-Atlantique, c'est un fait beaucoup plus important, ont des chartes dites d'inclusivité, Diversity and Inclusion, DEI, qui viennent dire que le bon usage de la langue, c'est un usage inclusif, et donc qui viennent préconiser des emplois. Et là, on est dans le cadre des apprentissages. On a de plus en plus de sociétés, de grandes entreprises, c'est la mutation du capitalisme en ce qu'on peut qualifier de capitalisme woke, mais je n'aime pas le terme, mais c'est une des composantes, aujourd'hui, adoptent ces préconisations inclusivistes. Ces préconisations vont de simples recommandations, en disant, ben voilà, je vous sensibilise, et là, c'est acceptable, pourquoi pas, à des prescriptions. Et là, ça devient beaucoup plus gênant. Et vous voyez, notamment lorsqu'on est dans l'univers de l'entreprise, la chape qu'il y a, si l'on pense que le code commun, c'est celui de l'inclusivisme pour un individu qui devrait être libre d'employer la langue qui lui sied. Surtout que lorsqu'il est respectueux, comme la plupart des individus, de l'identité de l'autre, de la réalité d'autrui, la plupart des gens qu'on côtoie ne sont pas de vils intolérants. La plupart des gens qu'on côtoie sont des gens qui sont authentiquement humanistes, en tout cas dans notre pays. Et leur faire ce procès, de dire qu'à chaque fois que vous employez un terme qui n'est pas celui qui me convient, vous n'êtes pas celui que vous prétendez être, je trouve que ce n'est pas sur cette base-là que pour construire une société saine et équilibrée et qui permet le progrès social. Je trouve que ces débats-là ont un intérêt, mais qu'ils nous font perdre la finalité parce qu'ils nous font prendre des chemins de traverse en réalité. La finalité, on la partage tous, la vision universaliste la partage tous, c'est celle d'une égalité réelle des chances, des droits, des devoirs et des opportunités des individus, quelles que soient leurs orientations, quelle que soit leur identité. Ici, on parle des moyens, et ça, c'est un point extrêmement important en réalité. Et on peut ne pas s'entendre sur les moyens. Il y a une forme de credo, de croyance politique. Oui, effectivement, on voit bien que vous êtes. Que le désaccord, je crois, se situe sur plusieurs points, notamment est-ce que la langue française est bien neutre ou est-ce qu'elle n'est pas neutre ? Est-ce qu'il y a une historicité qui capture en fait cette domination masculine qui elle est aussi historique ? Est-ce qu'elle se retrouve, cette historicité se retrouve dans la langue ou pas ? Vous n'êtes pas d'accord sur ce point. Et effectivement, est-ce que les progrès pour plus d'inclusion et d'égalité sur lesquels vous avez l'air d'être d'accord finalement tous les deux, qu'il y a des progrès à faire, mais qu'elle ne peut pas se faire effectivement par que la langue française telle qu'elle existe encore aujourd'hui, telle que définie notamment par l'Académie française, peut faire aboutir, peut provoquer aussi ces changements-là et ces progrès-là. Mais vous n'êtes pas forcément toutes les langues au monde. Pardon ? Toutes les langues au monde sont des substrats adéquats pour le progrès social et le progrès humaniste. Toutes les langues au monde. On a bien vu aussi que, dans les arguments avancés, il y avait, Sami Biazoni a beaucoup réfléchi sur cette question, notamment du point de vue historique. Chloé Lux parle surtout du présent, du fait que, pourquoi ne pas jouer avec la langue, comme vous le disiez, ou être créatif. Dans Anticlash, on aime bien aussi poser la question d'inviter nos locuteurs à ne pas seulement parler au niveau intellectuel ou au niveau des arguments, mais aussi du point de vue personnel. Rapidement, pour Sami Biazoni, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette question-là en premier lieu? J'imagine que c'est pas seulement en étudiant François Ier ou l'historique de la langue française. Est-ce qu'il y a quelque chose, un élément déclencheur qui vous a fait pousser à vous attaquer à cette question-là? Oui, il y a eu quelque part un double fait générateur. Le premier, c'est celui de mon amour et mon attachement profond à la langue française. C'est celui qui m'a permis de
de voyager lorsque j'avais pas le droit de prendre un avion ou pas les moyens. C'est celui qui m'a permis de vivre mes premières amours lorsque j'étais encore un jeune garçon. C'est celui qui a permis de comprendre ce qu'était un être humain qui était de l'autre côté du périphérique. Et c'est celui qui m'a permis de devenir humain lorsque j'étais un petit garçon très très éloigné de ces problématiques. Et cette liberté absolue de la langue, je lui voue un culte, un amour profond et sincère. Et donc j'ai un attachement assez viscéral finalement à la langue. Et puis c'est aussi un intérêt pour les phénomènes qui sont les phénomènes liés aux évolutions et revendications identitaires. J'ai écrit un certain nombre de textes sur les sujets fascinants. Parce que en fait, on se rend compte que les antagonismes, finalement, entre personnes de bonne composition comme on est aujourd'hui, et je le répète, ne se font pas sur les finalités. La téléologie de ces questions-là est acquise. Nous cherchons la même chose. Nous sommes en désaccord sur les moyens d'y parvenir. Je fais partie de ceux qui considèrent que nous ferons plus de dégâts par ces chemins de traverse que nous ne résoudrons de problèmes. Et vous pensez, et peut-être à juste titre, puisque personne ne détient la vérité. En revanche, il y a une vérité sur un certain nombre d'éléments, d'arguments historiques, contre-historiques ou philosophiques. Et là, on peut débattre. Pour le reste, on est dans une forme de conviction politique. Et donc, étudiant ces questions et ces revendications identitaristes et minoritaristes, j'en suis venu à m'intéresser à cette question de la langue, finalement, par convergence entre ces deux centres d'intérêt. Vous avez touché déjà, mais juste rapidement, les dégâts que ça peut causer, vous résumeriez ça comment ? La perte de cette neutralité axiologique que j'évoquais. 2, mais concrètement sur la société, sur la cohésion sociale, en quelque sorte. La cohésion sociale, c'est le fait que, et ça se produit déjà dans un certain nombre de milieux, on se perd. Et je vais vous donner 2 exemples qui vont tout de suite illustrer le propos, parce que ça peut paraître très théorique. À l'Assemblée nationale, l'épisode d'ailleurs que j'ai déjà cité entre ministre et monsieur Julien Aubert, où tout l'épisode consiste à dire, est-ce qu'il faut dire madame la rapporteure, monsieur la rapporteure, madame le ministre, et finalement le propos est complètement évincé. À partir du moment où certains ont des récriminations qui portent sur l'emploi d'un terme par autrui, vous voyez bien qu'on peut évincer tout débat. Simplement en se concentrant sur la forme des choses. C'est parfaitement antidémocratique. Et donc ça, c'est un des dommages que produisent ces débats, qui sont des dévoiements finalement de ce qui importe, qui sont les discours politiques et les discours fondamentaux et argumentatifs. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y a d'autres exemples qui se produisent régulièrement, des anathèmes. Et le dernier, d'ailleurs, c'est celui qui est un des débats qui aurait pu paraître impensable il y a quelques années, celui de l'emploi simplement du terme femme. Ce mot femme est jugé transphobe par certains. Et donc, les féministes eux-mêmes, aujourd'hui, vivent une scission en leur sein entre celles qui disent, mais finalement, une femme est une femme et on ne peut pas être féministe sans féminité et sans affirmation de l'existence même de la terminologie de femme, et d'autres disent, dire femme et ne pas élargir l'acception de femme, et donc, dans certains usages, dire personne qui menstrue, c'est quelque chose de transphobe. On est là, dans un débat qui porte bien sur la forme de la langue. Ça, c'est un débat directement lié à la question de l'inclusivité dans la langue. Et vous voyez toutes les difficultés et toute la rancœur qu'il peut y avoir, alors que fondamentalement, ce sont des personnes qui, pour beaucoup, portent un idéal qui est tout à fait noble et qui s'entendent sur le fond, mais qui vont passer des temps infinis à débattre de la forme plutôt que du fond. Chloé, pour vous, là aussi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette question et puis à adopter notamment certaines formes, en tout cas d'écriture inclusive ? Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie, dans votre parcours, qui vous a poussé, qui vous a fait comprendre qu'il y a été un élément déclencheur peut-être de cette pratique ? Oui. Mais avant toute chose, j'aimerais juste revenir sur ce fameux moment avec... au Sénat avec Monsieur Julien. À l'Assemblée nationale. Ouais, à l'Assemblée nationale, oui. En fait, je comprends, mais ce que je trouve un peu étrange quand même, c'est, j'ai l'impression, parce que j'ai écouté, mais ça fait un moment, c'est en 2017, je pense. C'est un peu après, ouais, peut-être un peu après. 2018. En fait, la femme disait à Monsieur Aubert, en fait, je suis une présidente. Appelez-moi Madame la Présidente. Puis le député ne voulait pas l'entendre, ne voulait pas l'appeler Madame. À un certain moment, je veux dire, on peut débattre sur le fait que là, c'est plus un vrai débat, mais que, tu vois, que ça enlève des vrais sujets. Mais c'est quand même un vrai sujet quand on manque
il y a un peu un manque de respect envers une personne. Tu me dis, en fait, vous me dites, moi, je suis directrice d'une association. Vous me dites, non, vous êtes un directeur d'association. Vous êtes une directeur d'association, mais en fait, non, c'est pas comme ça que je me considère. Puis, on a envie de passer à autre chose pour pouvoir rentrer dans les vrais débats. Donc, c'est sûr que c'est un peu particulier. Puis, aussi même sur la question des cohésions sociales et du bon, du mauvais parler, puis de la... En fait, même en tant que Québécoise, on l'entend dans mon accent, on l'entend quand je m'exprime à différents moments où j'ai peut-être pas un bon français, où on me corrige souvent sur la manière que je dois dire certains mots. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec beaucoup de personnes qui viennent d'origines différentes en France. Je pense que l'égalité au niveau de la langue, de l'expression, elle est pas du tout visible, en fait. Je pense que c'est complètement faux de dire qu'il y a une égalité au niveau de l'expression de tous et de toutes. Je pense que c'est faux que tout le monde est d'un pied d'égalité dans le monde. Je pense qu'il y a vraiment... ça n'existe pas. Je pense que la langue, elle est déjà très complexe, puis elle crée déjà des barrières, puis je pense qu'on identifie rapidement d'où viennent les personnes par rapport à leurs accents, leurs expressions, les mots qu'elles emploient. Puis pour revenir sur en fait, la première fois que j'avais vu une écriture inclusive, je me souviens, c'est ma coloc en 2017, quand j'étais à Paris. Elle est arrivée à la maison, elle était directrice d'asso aussi, puis elle est venue pour m'expliquer, voilà, ça c'est le point médian qui existe. Donc, puis elle m'a montré un peu les différents emplois. On avait une ardoise, donc il m'expliquait comment faire, comment ça fonctionnait. Je me souviens, au début, je trouvais ça complètement dingue. Je me disais, mais comment est-ce qu'on va mettre ce truc en place? C'est vraiment compliqué. J'arrive pas à comprendre le phénomène. Puis, évidemment, comme toute chose, ça s'apprend, ça se met en place, on s'habitue. Ça devient fluide, flexible. En fait, nous, on l'a intégré dans notre association quand on l'a créé en 2018. Puis, évidemment, on a souvent des arguments, même entre collègues, à se dire, bon, est-ce qu'on utilise cette forme, ou qu'est-ce qu'on fait, ou comment ça fonctionne? Il y a encore des débats. Il y a encore des débats, mais continuellement, où on se dit, bon, faudrait s'entendre, parce que des fois, on l'utilise, des fois, on l'utilise pas, puis on est encore en train de rechercher l'emploi parfait de l'écriture inclusive. Puis je pense qu'on n'aura jamais non plus... on déterminera jamais peut-être une seule façon de l'utiliser, surtout peut-être pas aujourd'hui ou peut-être pas pendant la prochaine décennie, mais je trouve que c'est un sujet, déjà d'en parler, je trouve que c'est un sujet super intéressant, parce que ça permet justement de rendre certains éléments visibles. Merci pour cet échange. On arrive un peu au bout de l'émission, le temps a passé. Question rapide, réponse rapide. Est-ce que vous seriez susceptible de changer d'avis dans l'avenir sur certaines positions fondamentales que vous avez défendues? Moi, j'ai l'impression, en fait, déjà sur justement comment dire, de solidifier des formes d'écriture inclusive aujourd'hui, donc de créer des guides et des protocoles pour obliger les gens à utiliser l'écriture inclusive. Je suis d'accord, mais je pense que je l'étais même avant les très bons arguments de M. Biasoni. Je suis d'accord de dire que je vois pas pourquoi on ferait ça aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est encore une forme qui se cherche, qui va continuer d'évoluer. Mais je trouve quand même que c'est intéressant d'avoir des guides et des options et des manières de pouvoir le mettre en place, puis de le trouver par nous-mêmes. Ce qui répond à nos besoins aussi en tant que personne. C'est le propre de l'intelligence, je prétends pas l'être, mais en tout cas c'est d'être ouvert à la controverse. Donc dès lors que on m'amènera des arguments qui continueront à faire réfléchir, parce que cette discussion participe aussi de mon cheminement intellectuel. J'ai pas d'opposition de principe à rien, mais j'ai indiqué un certain nombre d'éléments et je pense que beaucoup d'autres sont dans l'ouvrage. Et mérite d'être considéré aussi parce que le débat est encore plus large que ce qu'on a évoqué, même si c'était déjà très riche. Un dernier mot peut-être sur ce que vous retenez de cet échange, pas seulement sur le fond, peut-être même plus sur la forme, c'est-à-dire qu'on avait dit que c'était un sujet quand même très controversé, très polémique. Beaucoup de gens s'écharpent là-dessus, sur la place publique et même en privé. Est-ce que vous retirez quelque chose de qualitativement différent de cet échange-là? Oui, je pense que si notre échange et le respect mutuel qu'on a eu l'un pour l'autre et l'écoute, je crois, pouvait servir de matrice à
au débat public, on aura beaucoup gagné. Donc ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il est possible de s'écouter. Il est possible, même sur des sujets qui d'apparence sont des sujets soumis à controverse ou propices à la controverse, donc de mener ce que vous proposez, qui est le dialogue, et qui est pour moi le ferment de l'exercice démocratique. Chloé, qu'est-ce que... Oui, je trouve que c'est un bel exercice déjà de pouvoir se confronter à des idées qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc de créer justement ces espaces de dialogue, évidemment, je trouve que c'est toujours une bonne chose. Puis c'est sûr qu'il y a des éléments que je retiens et que ça permet de grandir même ou de développer d'autres arguments, puis de construire aussi sa pensée critique et idéologique sur certains sujets. Donc je pense que c'est toujours positif de se confronter à d'autres regards. Merci. Merci à vous deux. Merci. Merci. Anti-clash. Bon, donc, ce qu'on retient notamment de cet échange, je crois, c'est que si Samy Biazoni a fait une démonstration très argumentée de l'inadéquation de l'écriture inclusive telle qu'elle émerge pour mener cet objectif louable d'inclusion, Chloé Lux explique, elle, que voilà, cette langue, elle fait partie des véhicules de la domination masculine et qu'il ne devrait pas y avoir d'objection à la tentative de la faire évoluer ou à l'effort collectif de recherche de bonnes pratiques pour utiliser un langage plus inclusif. Je crois qu'au-delà, ce dialogue l'a bien montré, avec l'écriture inclusive, on est encore dans une confrontation de paradigmes. Le sentiment d'exclusion, l'expérience concrète des groupes minoritaires, donc les femmes par exemple, se confrontent à non pas une volonté d'exclusion, mais une objection sur les moyens d'obtenir satisfaction. Donc le ressenti d'aujourd'hui se confronte à une logique factuelle, on pourrait dire, fondée sur des considérations historiques, linguistiques, etc. Et donc le besoin de lutter contre les déséquilibres qui persistent, à travers de multiples aspects de notre vie en société, ici le langage, se heurte à l'objection qui consiste à dire que cet aspect-ci n'est pas le bon objet de lutte. Et donc si l'expérimentation d'un côté est perçue comme une opportunité pour plus de justice, de l'autre côté, elle est vécue aussi comme quelque part une menace sur la cohésion sociale. Et en fait, je crois qu'on peut dire que ce genre de confrontation, elle se retrouve dans nombre de nos débats et de nos polémiques. Voilà, on retient aussi que vous deux vous accordez pour dire que l'objectif d'égalité réelle des chances, des droits, des devoirs et des opportunités, elle est partagée et que vous êtes d'accord pour dire qu'il est normal que la langue évolue et qu'il ne s'agit pas non plus d'imposer cette évolution, mais de laisser chacun utiliser la langue qu'il souhaite. Voilà, donc je crois que ce dialogue nous a montré que chaque personne pouvait avoir des propos nuancés, complexes, non définitifs, et que ça illustre aussi la nécessité de sortir du cadrage pour ou contre, ici comme sur d'autres sujets. Voilà, donc avec cette conversation, je crois qu'on a fait probablement qu'effleurer ce sujet ô combien vaste, mais on espère au moins qu'on a enclenché un début de dialogue serein, constructif, sans anathème, sans posture rigide, et enrichi la compréhension d'un sujet qui est difficile et qui est aussi important. Je pense qu'on ne manquera pas de reproposer ce sujet qui touche à beaucoup d'aspects de notre vie en commun et pas seulement sur les questions de genre, avec d'autres invités peut-être, pour encore complexifier la discussion et aussi rendre justice à la subtilité de nos différences. Merci.